peu de ville où en marchant dans les rues, on a cette étrange sensation de tourner les pages d'un immense livre d'images. Avec ces 27 fresques peintes in situ, ici et là, Angoulême s'affiche avec fierté comme la capitale de la bande dessinée. Aujourd'hui, Cap Sud-Ouest vous invite en Charente pour découvrir comment, en quelques décennies seulement, l'ancien comté du duché d'Aquitaine est devenu un lieu incontournable pour tous les amateurs de ce qu'on appelle le 9e art. La bande dessinée est un véritable patrimoine avec son histoire, ses chefs-d'œuvre que l'on conserve, que l'on expose dans un musée. Et qui l'aurait prédit, elle a donné à la ville un nouvel élan, cap sur Angoulême, la cité de l'image. La Cité internationale de la bande dessinée. Un complexe qui à lui seul illustre à quel point Angoulême a lié son destin à l'image. Installée dans ses anciens chais industriels du 19e siècle, une bibliothèque riche de 40 000 références, mais aussi un campus universitaire, des studios d'animation et bien sûr un musée entièrement consacré à la BD, le plus grand d'Europe. Pierre, considérer la bande dessinée comme un art qui mérite un musée, il y a 10-20 ans, c'était un peu incongru, non ? Oui, d'ailleurs, je voudrais te dire que maintenant, les planches sur le marché des ventes publiques, une planche d'Hergé, c'est entre 1,4 million et 1,7 million d'euros. Une planche de Franquin s'est vendue à 980 000 euros très récemment. Donc, ça a pris une importance considérable. Alors là, nous, on présente toute l'histoire de la bande dessinée des origines jusqu'à nos jours. C'est des œuvres sur papier. On les présente 3 mois maximum et ensuite, on les remet en réserve pendant 2 ans. Pourquoi vous les retirez ? Parce que c'est fragile. On ne peut pas exposer plus de 3 mois des œuvres sur papier. On a les plus grandes collections patrimoniales d'Europe. On a 13 000 planches originales et 250 000 imprimés patrimoniaux. Ce que je peux peut-être te proposer, c'est qu'on aille voir les réserves où peu de gens ont accès et tu pourras découvrir tous les trésors du musée de la Cité de la BD. Je te suis. Alors là, on va découvrir un des grands trésors et une pièce maîtresse de la collection, puisqu'il s'agit de l'histoire de M. Jabot de Topfer, qui est vraiment le créateur, l'inventeur de la bande dessinée, avec un récit séquentiel légendé, et qui a, donc c'est 1833, ça a été mis en circulation en 1835. Et alors là, c'est l'histoire de M. Jabot, qui est un peu un bourgeois gentilhomme, et c'est une satire des ridicules de ce personnage grotesque. Et Topfer est l'inventeur du 9e art. Si l'Europe est le continent qui a vu la création de la bande dessinée, c'est aux États-Unis que cette nouvelle façon de raconter des histoires en images va devenir un phénomène culturel. Alors là, on va découvrir un personnage extrêmement populaire. Ah, Popeye. Popeye, donc une planche qui date de 1935. Planche, ça veut dire planche originale, Ouais, c'est le dessin de son créateur, Ségard, c'est ça ? Ouais. C'est vrai que nous, Popeye, on l'associe d'ailleurs plutôt au dessin animé, c'est-à-dire un univers enfantin. À l'origine, c'est pas le cas. Non, c'est plutôt justement cette idée de tourner en dérision les valeurs américaines, la société américaine. Ça s'adresse plutôt aux adultes. Ouais. C'est vraiment très emblématique de cette bande dessinée américaine de l'entre-deux-guerres, où effectivement il y a une tendance à parodier, notamment à parodier le family strip, même le western, enfin des genres à la mode par la bande dessinée. C'est ce qui fait la spécificité de cette bande dessinée américaine de l'entre-deux-guerres qui devient très vite très populaire. C'est un succès phénoménal, un phénomène culturel, parce que ces planches, elles sont publiées dans les grands quotidiens américains. Oui. Et au départ, dans la presse américaine, effectivement, c'était un peu pour remplir des espaces qui étaient un peu vides. Et très vite, c'est devenu un vrai phénomène de masse, un phénomène populaire. Ça, c'est un nom que je connais, enfin de réputation, parce que c'est le début du XXe siècle, je crois, Zig et Puce. En revanche, je ne connais pas le nom de son auteur. Alors, c'est Alain Saint-Augan qui domine vraiment la bande dessinée française de l'entre-deux-guerres.
Il crée la série Zig et Puce en 1925 et donc Saint-Augan systématise l'utilisation du texte intégré via des bulles, ce qui change aussi la perception du récit. Donc c'est vraiment un moment fondateur et charnière de la bande dessinée. C'est l'inventeur de ce qu'on appelle la ligne claire, qui sera portée à son apogée par le créateur de Tintin, Hergé. Et c'est une école, et il y en a une autre qui va non pas s'opposer, mais la compléter. C'est l'école belge avec Franquin. Oui. Marsupilami, personnage incroyable. C'est quoi qui différencie d'ailleurs ces deux écoles en termes de style ? Alors c'est l'école de Marcinelle, qui est une ville de Belgique où Jean Dupuy a créé le journal Spirou. Et on l'appelait la ligne sombre parce que c'est un dessin qui insiste beaucoup plus sur la caricature, avec souvent des personnages avec des gros nez, avec des mines ahuries, avec une expressivité qui est très très appuyée. Et ça a eu effectivement un succès considérable parce que Franquin est le deuxième nom de l'école franco-belge, on va dire, avec Hergé, avec cette capacité de créer des personnages qui sont restés dans les mémoires. Alors évidemment c'est Spirou, c'est le Marsupilami, et ensuite Gaston Lagaffe. Là encore, une planche originale, et à côté, il y en a une qui est extraordinaire. Il y a aussi quand même un talent des dessinateurs dans l'art graphique, et Philippe Drouillet, c'est un maître. Une invention de créativité. Alors là, c'est une planche d'un des chefs-d'œuvre de Drouillet qui s'appelle La Nuit. C'est effectivement une planche très impressionnante, un peu inquiétant, qui met très mal à l'aise, mais qui a une beauté et une puissance esthétique considérable. Quand on dit capitale de la BD, est-ce que c'est exagéré ou c'est une réalité ? Je pense que ce n'est pas du tout exagéré. Je pense qu'on est toujours surpris quand on se déplace. J'étais en Colombie il n'y a pas longtemps, j'étais en Corée. Et dès qu'on cite le nom d'Angoulême, tout de suite, c'est Angoulême, la bande dessinée, la capitale mondiale de la bande dessinée. Donc c'est vraiment, on le vérifie partout dans le monde. Et c'est toujours très surprenant. Ça a redessiné l'économie de la ville, plus l'attractivité touristique, l'attractivité vis-à-vis de la population. Donc c'est un nouvel essor économique pour le territoire d'Angoulême. Donc c'est formidable. C'est pour favoriser la création qu'en 2002, la Maison des auteurs a ouvert ses portes. Elle a déjà accueilli 250 artistes en résidence, dont 70% venant de l'étranger, Inde, Japon, États-Unis et bien sûr Europe. Mathilde Van Gelu est originaire du pays qui, avec la France, a donné ses lettres de noblesse à la BD, la Belgique. Bonjour Mathilde. Bonjour. Tu as l'air très concentrée, j'ai un peu l'impression presque de te déranger dans une naissance. C'est un personnage qui est en train de naître. Alors, il y a une chose qui me surprend tout de suite, c'est que tu ne travailles pas à plat. Moi, je croyais qu'on dessinait sur la table. Ah oui, c'est généralement assez surprenant, mais comme on passe beaucoup de temps devant la table, c'est mieux de se tenir le plus droit possible. En période de bouclage, on travaille jusqu'à 14 heures par jour, donc je crois qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le dos, il en a un peu marre. Et oui, certains pourraient en douter, mais c'est un vrai métier, auteur de bande dessinée. C'est du travail, quoi. Oui, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail et c'est généralement toujours surprenant quand on nous demande ce qu'on fait et qu'on répond aux auteurs ou autrices de bande dessinée. La question suivante, c'est « Non, mais vraiment, c'est quoi le vrai métier ?» Donc il faut dire libraire ou professeur, sinon ça ne fonctionne pas trop. Alors tu es ici en résidence depuis combien de temps? Et surtout, tu es venu pourquoi en résidence? Pour finir un album qui était déjà depuis 3 ans sur le feu. Et je suis venue aussi surtout en résidence parce que j'arrivais pas à développer un espace-temps pour finir cet album-là. Et donc Angoulême, c'est un écrin dans lequel on se glisse et dans lequel on peut vraiment travailler tranquillement. C'est un super système. Alors le fruit de ton travail, c'est quoi? Montre-moi. J'ai
Toutes les planches ici. Bon, c'est un peu lourd. Hein. Je sais pas C'est-à-dire si ça ira, mais c'est un album. Oui, ça c'est tout Avec les planches originales. toutes les planches originales de l'album. Mais alors, ça donne quoi, ça, une fois que c'est publié? Parce que c'est pas comme ça que le lecteur va le recevoir. Non, sinon ça fait vraiment moins de copistes. Je vous ai amené un exemplaire du livre qui vient de sortir. Il est Tout chaud, tout chaud, tout frais. Funky Town. La majorité des lecteurs ne le savent pas. Moi, je le saurais que dans ce livre, il y a un peu d'Angoulême. Il y a beaucoup de toi, mais un peu d'Angoulême aussi. Oui. Et oui, ça a vraiment été influencé par Angoulême, vraiment beaucoup. La ville, notamment de Funky Town, je crois qu'elle a été très, très influencée par ce que j'ai vu autour de moi Ah ouais, à carrément. Angoulême. Je crois que ça aurait été une ville beaucoup plus américaine dans les clichés si j'étais restée à Bruxelles. Et elle s'est transformée en une espèce de drôle de ville semi-médiévale en étant ici. Donc oui, il y a vraiment beaucoup d'Angoulême dans ce livre. C'est un peu ta façon de rendre la monnaie de la Oui. pièce à la ville, de C'est le quelque part minimum. lui rendre un peu Merci hommage. Angoulême. Alors quand tu viens en résidence, t'es pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a d'autres auteurs qui travaillent dans des styles, j'imagine, totalement différents. Cette rencontre, ça fait aussi partie de l'intérêt? Oui, vraiment, définitivement. Moi, j'ai pas étudié la bande dessinée, j'ai étudié l'illustration et donc j'ai un peu découvert la bande dessinée en le faisant et en étant au contact d'autres professionnels. Et donc, c'est un apprentissage constant, c'est juste infini. Et en ayant grandi dans la bande dessinée franco-belge, on a des codes qui sont très précis. Et donc ici, on est confronté à des auteurs qui ont une histoire de l'art qui est complètement différente de la nôtre. Et donc, c'est vrai qu'on se frotte à d'autres choses auxquelles on n'aurait pas forcément prêté attention, je pense. Donc vraiment, oui, c'est un peu comme l'école, mais en mieux. Bon, bravo en tout cas, beau travail et bonne continuation. Merci. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Avant d'être la capitale de la bande dessinée et de l'image, Angoulême fut, grâce au fleuve Charente et ses affluents, une zone industrielle importante. Usines de tissage, imprimerie et surtout papeterie, comme le Moulin du Verger, situé à Puy-Moyen. Bâti en 1539, modernisé au XVIIe siècle, le moulin, classé monument historique, est l'un des derniers en France à produire du papier. Salut Jacques. Bonjour. Alors, j'arrive chez un papetier, en fait je suis dans l'antre d'un chiffonnier, c'est normal en fait. Bah oui, parce que le chiffon est la matière première du papier depuis les origines. Hein. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors je suis en train de couper le chiffon pour pouvoir le broyer, pour pouvoir récupérer les fibres. Mais ça permet aussi de trier les chiffons en fonction de leur qualité, d'éliminer le coton s'il y en a. Et on fait un autre tri qui est celui de la présence ou non d'azurant, c'est-à-dire de lessive moderne dedans. Celui-là, qui est très blanc, a été lavé dans une machine à laver à un moment ou un autre, ou dans une laverie. Celui-là, il a été lavé à la rivière. Et alors tu préfères lequel toi? Quand on travaille pour des musées, quand on travaille pour des restaurateurs, quand on travaille pour des laboratoires, on prend des choses qui sont sans trace. Il n'y a que de la fibre. Historiquement, le papier de l'Angoumois, il avait une bonne réputation? Il a une très très grande réputation. À la fin du 19e siècle, les papeteries d'Angoumois, le Vélin d'Angoulême, etc., étaient des références partout dans le monde. Et ce n'étaient pas les papetiers charentais qui le disaient, c'était leurs concurrents. Hein. C'était vraiment. Hein. Et on a cette espèce de privilège extraordinaire, enfin, que j'ai, moi, ici, c'est de voyager réellement dans la matière du temps. Là, avec cette machine, on fabrique neuf du papier du 15e ou du 16e siècle. Personne n'a jamais vu du papier du 15e siècle ou du 16e siècle neuf. Alors ça, c'est assez, c'est assez excitant. Hein. Et on va voir Didier qui est en train de transformer la pâte
en feuille. C'est un moment important dans le process, ça prend forme, comme on dit. Oui, c'est le côté qui est un peu magique. Hein. Comment on passe de l'état liquide progressivement à quelque chose de solide. Ça, c'est très spectaculaire. À rythme maximal, vous fabriquez combien de feuilles de papier par jour? Je vais me retourner vers Didier. 120 de ce format-là. De ce format-là. Seulement, il y en a 120 et il y en a 120 bonnes. Hein, il n'y a pas de chute. Didier, ces gestes que tu fais, comment tu les as appris? Je les ai appris ici. J'ai commencé ici il y a 35 ans avec Jacques. Pour 15 jours au départ. Ah ouais. Oui. Il faut croire que ça t'a plu, C'est un dis petit donc. contrat de 15 jours qui s'est pérennisé. J'avais oublié ça, moi. Mais Didier est actuellement, je pense, le meilleur papetier en papier traditionnel. Et Didier, ça fait quoi d'entendre ça? Je me dis qu'il n'y a plus qu'à faire une statue. Et pas de papier. Faut préciser, Jacques, que tu as le titre de maître d'art. C'est attribué par le ministère de la Culture sur des savoir-faire ancestraux, particuliers. La transmission, pour toi, c'est quelque chose d'important? Si on veut que le métier perdure, faisons fabriquer du papier. C'est bien maître d'art, mais ça n'a aucun sens si le papier n'est pas reconnu lui-même. Et c'est plutôt le papier qu'il faut reconnaître et qu'il faut utiliser. Je ne peux pas résister au plaisir de toucher ces papiers. J'ai vu, tout le monde demande, on peut toucher? Toucher, j'imagine que c'est important parce que les grammages, par exemple, là, n'ont rien à voir. Il y a du c'est le lourd, moins du qu'on puisse léger. dire. Et la matière, on la voit. Oui, là, il y a 2 feuilles superposées, ça fait 800 grammes. C'est fait pour un artiste coréen qui avait besoin de ce type de papier. Ça, c'est un papier qui est fait pour être transparent, parce qu'il y a dedans un filigrane d'un texte, là, il est à l'envers, ça n'a pas d'importance. Ah ouais. Bon, ça fait 25 grammes au mètre carré. Hein, c'est extrêmement léger, c'est en dessous du papier Bible. Ça signifie que tu es capable de répondre précisément à la demande, quasiment de tout faire. Ah, si on y met le prix, oui, je crois. Non, mais je plaisante. Y répondre, ça sera difficile, ça peut prendre du temps, ça peut être extrêmement compliqué, mais il n'y a pas de papier qu'on ne puisse pas faire. Alors ça, au-delà de la couleur, ça ressemble à du papier d'emballage. Mais c'est du papier de fond de cajot, ça. Hein. Alors pourquoi tu fais ça? Parce qu'on se dit, Moi, c'est pas un moi qui papier l'ai noble. fait. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah. Par contre, je fais des faux papiers d'emballage. Ils sont des copies de papier 17e ou 16e pour des gens qui dessinent, des gens qui font du pastel. Mais explique-moi pourquoi un artiste d'aujourd'hui veut un papier 17e siècle, entre guillemets, bas de gamme. Quand on veut travailler dans le style, avec les techniques qui étaient utilisées, eh ben, on ne peut le faire que sur ce type de papier-là. Donc il faut refaire du mauvais papier. Valoriser le passé n'empêche pas d'imaginer le futur. Créé en 1997, le pôle Magélis est un lieu dédié au développement économique de la filière image, sous toutes ses formes, du dessin à l'animation. Le campus accueille plus de 1000 étudiants, dont ceux de l'Engmin. Cette école de jeux vidéo s'est installée dans l'ancienne papeterie du Nil. Du papier à l'écran, tout un symbole. Une école spécialisée pour former des élèves dans le jeu vidéo. La France a une réputation dans ce domaine-là? La France a une bonne réputation. D'abord, c'est un bon producteur, un des producteurs mondiaux, avec notamment plusieurs grands studios et un grand éditeur. Et c'est un cœur de métier qui marche bien, c'est un secteur qui marche bien, le jeu vidéo, et qui aujourd'hui vient de battre le livre comme industrie de loisirs.
On a du mal peut-être à imaginer le nombre de métiers différents qu'il y a dans le jeu vidéo. Donne-nous quelques profils. Alors, il y a beaucoup de métiers différents. Nous, on a 6 spécialités ici. Ça va évidemment du programmeur ou du chef de projet, mais aussi on peut avoir des ergonomes qui s'occupent de l'expérience du joueur, donc qui sont là pour vérifier que le joueur comprend bien ce qu'il a à faire dans le jeu, qu'il comprend bien ce que le jeu lui explique, jusqu'aux concepteurs visuels qui, eux, sont là pour l'image, qui reste quand même un des points primordiaux de tout jeu vidéo. On a beau être dans une pratique du 21e siècle, la puissance de l'image, elle reste omniprésente. La puissance de l'image reste omniprésente, au moins dans un premier temps, et après, c'est vraiment l'interaction qui joue et qui prend le relais. Et là, pour capturer des joueurs pendant des heures, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut que le jeu soit intéressant, il faut qu'il soit profond, passionnant. Les 55 élèves de cette promotion travaillent régulièrement sur des mini-projets au plus près de la réalité. Cofondée avec l'École nationale des arts et métiers, l'Engmin est une usine à talent. Alors explique-moi, Jeanne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train d'animer un personnage que j'avais déjà créé auparavant, par croquis comme ça, aquarelle, crayon. Et ensuite, pour pouvoir l'intégrer dans le jeu, on passe par le digital et donc je l'anime pour donner vie un peu au jeu et au personnage. Alors, ce qui me surprend, c'est que si je comprends bien, la création, la naissance de ton personnage, ça a d'abord été au crayon et sur le papier. Alors moi, ça c'est mon cas, mais je suis beaucoup plus à l'aise au crayon d'abord pour ensuite travailler digital, mais il y a des gens qui travaillent d'abord sur tablette. Comment tu lui donnes vie à ce personnage? Du coup, d'abord, je fais un croquis pour essayer de trouver le mouvement général de ce qu'il va faire. Donc là, par exemple, sur cette animation-là, il est accroupi, il rehausse la tête et il la met sur le côté. C'était une animation qu'on trouvait assez mignonne pour lui donner un peu de caractère. Bon, je vais te laisser continuer à travailler parce que je vois il y a du boulot. En tout cas, bravo, c'est super impressionnant. Donc on a un choix déjà et on aime bien le côté vertical de la chose, où vraiment on a une idée de mouvement qui part dedans et qui revient. Et donc c'est une série de plateformes qui nous permet d'aller à une arche, qui nous permet de revenir sur la zone en fait où on était. Ça c'est ma passe sur le LD du coup. Alors Paul, Thomas, expliquez-moi vos rôles respectifs. Dans cette scène, c'est moi qui fais le personnage, en tout cas qu'il est modélisé et colorisé. Et cette scène, c'est moi qui va mettre en œuvre les challenges et les plateformes, par exemple, de ce niveau. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées le décor dans lequel le personnage de Thomas va évoluer, c'est ça? C'est ça. Pour l'instant, c'est un décor très basique, juste composé de blocs, mais Thomas, après, va rajouter un environnement réaliste au-dessus. Alors, ça signifie que tout le travail de création graphique, c'est un travail d'équipe, parce que c'est pas un personnage tout seul, il y en a d'autres, et puis surtout, c'est pas un décor tout seul. Ouais, on est complètement interdépendants, en fait. Je pourrais pas faire un jeu sans des programmeurs, et un jeu ne pourrait pas rendre bien sans de bons graphismes. Donc on a tout le temps besoin les uns des autres. Pourquoi vous avez été attiré par ce domaine, les jeux vidéo? Quand j'étais gosse, de manière assez marrante, j'avais plutôt envie de faire des BD ou des petites figurines ou des choses comme ça. Et finalement, je me retrouve à faire du jeu vidéo parce que c'est un nouveau système de narration plus interactif. Bon, il y a encore combien de temps de boulot? Quelques jours? Quelques semaines. Quelques semaines. Bon courage. Merci. Salut Pierre. Salut. Enfin, je devrais dire plutôt Mazan, parce que c'est comme ça que tu signes tes bandes dessinées. Je t'ai aperçu sur quelques-uns des endroits où on a tourné cette émission. Alors, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Ben là, comme tu vois, ici, j'ai fait quelques croquis. C'est même carrément des illustrations maintenant. Wow. Là, ici, on a les chais de Magélis. Et voilà, avec la cité. Voilà, le musée de la bande dessinée, tout Angoulême. C'est super beau. Oui, le moulin. Le moulin, voilà. Alors, je sais pas si ton papier vient du moulin. Pas celui-là. Il aurait pu. L'incontournable cathédrale du XIIe siècle avec sa façade très, très bande dessinée, justement. Ah oui, mais quelque part, quand tu prends la façade, tu as des séquences, tu as des vignettes les unes après les autres. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'image pour véhiculer une histoire, un message, c'est pas avec la bande dessinée que c'est inventé. C'est de tout temps. Tu as une histoire assez intime avec cette ville.
S'il n'y avait pas eu Angoulême, de toute façon, c'est évident que je ne ferais pas de la bande dessinée. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Parce que c'est un concours de circonstances, quelque part. Moi, je voulais faire de la bande dessinée. Angoulême avait son festival. Moi, je suis venu ici et puis voilà. J'ai adopté la ville m'a adopté. Je repense à ces murs peints qu'on a vus au début de l'émission. Ces taches de couleurs, ces planches là, en plein milieu de l'urbanisme, ça change quoi dans l'ambiance de la ville? Ah ben, la ville a complètement changé depuis le moment où j'y ai mis les pieds dans les années 80, où c'était une ville, on va dire, glauque, noire, un peu bizarre, avec très peu d'animation. La ville s'est appropriée l'image et la bande dessinée. Ça a changé la vie à Angoulême. Oui. On va dire qu'Angoulême, aujourd'hui, sans la bande dessinée, serait peut-être qu'une petite ville de province.